Et bonjour tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons continuer notre formation que nous avons commencé sur le logiciel QGIS. Donc le premier jour, nous avons vu tout ce qui concerne le géoréférencement d'une carte. Et le deuxième jour, nous avons aussi vu ce qui concerne la numérisation, qu'on appelle aussi la digitalisation des données sur une carte, c'est-à-dire une image représentant une zone ou toute autre chose. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer une base de données attributaire dans le logiciel QGIS. Et comme objectif, il s'agit d'abord de savoir comment ajouter et modifier les données attributaires associées aux couches vectorielles. On vous a déjà expliqué c'est quoi une couche vectorielle. Et dans l'explication, on vous a dit que à chaque fois que vous avez une couche vectorielle, dites-vous que cette couche vectorielle est associée à une table attributaire qu'on appelle également la base de données de la couche. Les informations qui figurent dans une couche qui s'affiche dans l'interface du logiciel ont leur origine dans la table attributaire. Oui. Donc, la table attributaire, savoir la manipuler, savoir la gérer, autrement dit, savoir la modifier, ajouter des données, supprimer des données, est une tâche essentielle pour tout cartographe. Je vous le dis, vous n'allez pas travailler dans un projet de cartographie où vous n'allez pas avoir affaire avec cette table attributaire. Donc, introduction théorique. Une base de données attributaires, c'est une base de données qui contient les caractéristiques des entités vectorielles. C'est quoi les entités? Les entités, c'est tout objet. Ça peut être des bâtiments, ça peut être des routes, ça peut être n'importe quelle chose qui montre une carte. N'importe quelle chose qui se trouve dans une couche. Donc, les entités là, ils ont ce qu'on appelle des données attributaires. Voilà. Donc, l'importance, c'est que ça facilite un certain nombre de tâches. Par exemple, ça vous facilite de faire des recherches. Entre les données, vous pouvez faire des filtrages, c'est-à-dire sélectionner certaines données et laisser d'autres. Et ça facilite aussi les analyses thématiques que vous pouvez faire après. Donc, une table attributaire qui est très bien configurée facilite beaucoup de tâches après. C'est comme les gens qui travaillent même en dehors du logiciel ArcGIS. Lorsque vous avez une bonne base de données dans le logiciel Excel, une bonne base de données vous permettra de faire des traitements. Voilà, des traitements de façon facile qu'une base de données qui n'est pas très bien organisée. C'est la même chose aussi dans le logiciel QGIS ou bien n'importe quel autre logiciel de cartographie. Comme manipulation pratique, dans un premier temps, nous allons accéder à notre table attributaire. Rappelez-vous que le deuxième jour, quand on avait commencé à faire la digitalisation qu'on appelle la numérisation des données dans le logiciel là, au même moment, il y a eu une table attributaire qui a commencé à être créée. Et dans la table, vous avez vu qu'il y a eu deux premiers champs qu'on appelle, un premier champ, le champ ID, identification, qui est ajouté naturellement dans la table attributaire et auquel on peut ajouter d'autres champs. Donc, nous allons accéder à cette table attributaire-là. Et ensuite, nous allons ajouter des champs dans cette table attributaire. On nous dit ici, par exemple, on peut ajouter des champs comme nom de bâtiment, nombre d'habitants, etc., les surfaces. Et ensuite, lorsque nous allons ajouter nos champs dans la table attributaire, nous allons essayer de saisir et modifier les données de la table attributaire, c'est-à-dire la base de données, en essayant de reprendre les données qui sont dans cette table-là ici. Donc, dans notre table attributaire, on va ajouter ces informations-là. Donc, allons-y dans notre logiciel QGIS. Voilà, nous sommes là. Et rappelez-vous, le dernier jour, là, c'est ce que nous avons fait. On a digitalisé le bloc A, le bloc B, le bloc C, le bloc 2, le bloc E, le bloc F. On a dit que ici, c'est une information ponctuelle. Ça représente là où se trouve le drapeau, et on avait dit que là ce sont les voies qui sont tout autour de l'établissement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ces informations là qu'on nous demande d'insérer, ce sont des informations qui se rapportent au bloc, c'est-à-dire au bâtiment.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, on aura affaire à la table attributaire qui est associée au bâtiment. Parce que n'oubliez pas que chaque couche a sa table attributaire. Quand nous prenons les routes ont leur table attributaire. On peut y jeter un coup d'œil. Ouvre la table d'attributs. Voilà leur table attributaire qui contient 2 champs, nom et longueur. Et quand on prend aussi, voilà, les bâtiments aussi, ils ont leur table attributaire. Voilà, et voici la table attributaire des bâtiments. Ça contient 2 champs aussi, le champ identification et le champ nom. Et pour ceux qui ont suivi les manipulations du 2e jour, vous avez vu que quand on avait commencé à faire la digitalisation des données en créant les couches, on a créé ce champ-là nom. Voilà. Mais vous voyez que les autres champs, tels que le champ surface, le champ habitant, le champ femme, le champ homme et le champ état ne figurent pas. On n'a pas pris le temps d'ajouter ces champs-là. Donc, c'est ce qui est demandé ici dans un premier temps. Donc, on va ajouter ces champs-là. Donc, pour ajouter des champs dans une table attributaire, c'est très facile. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons basculer d'abord en mode édition. N'oubliez pas que ça soit la cartographie, la numérisation, ou bien que ce soit les modifications que vous allez effectuer dans la table attributaire, vous êtes toujours obligé de basculer d'abord en mode édition. Et quand vous finissez, vous quittez le mode édition et vous enregistrez vos données pour ne pas les perdre. Parce que si vous n'enregistrez pas et que vous sortez du logiciel, fermez le logiciel sans enregistrer, vous pourriez perdre vos données. Donc, ceci dit, allons-y, on clique sur activer le mode édition. Donc, nous allons chercher l'outil qui nous permet d'ajouter des champs. Ici, c'est l'outil qui se trouve à ce niveau, ajouter un champ. Voilà, dans Excel, on va dire ajouter une colonne, mais ici, on va dire un champ. Voilà. Donc, première des choses, c'est sur nom. Nom, ici, quand on regarde ici notre tableau, on voit que la première colonne ici, c'est surface. Donc, on va créer surface. Donc, on revient dans le logiciel et on écrit ici surface. Donc, c'est la surface. Et le type, on va choisir un type qui va permettre de mettre nos données entier ou bien nombre décimal. Ici, on va calculer des surfaces. Donc, naturellement, on sait que le calcul peut générer des valeurs décimales, c'est-à-dire des nombres qui ont la partie décimale. Voilà, donc c'est les surfaces. Donc, il est mieux de choisir ici nombre décimal. Et type de longueur, c'est-à-dire que la partie entière va comprendre combien de chiffres. Bon, ça, vous prenez une valeur où vous êtes sûr que vous n'allez pas dépasser cette valeur. Par exemple, si vous savez que votre colonne va contenir des nombres jusqu'à 10 millions, 10 millions c'est 8 chiffres, n'est-ce pas? Donc, vous allez choisir ici 8. 1 million, c'est 7 chiffres. 100 000, c'est combien? C'est 6 chiffres. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on va garder la valeur par défaut. Et on sait déjà que les calculs que nous allons faire, les calculs de surface, sauf si on décide de calculer en millimètres. Là, on peut avoir beaucoup de chiffres. Sinon, nous, on va garder une unité qui nous permettra d'avoir peu de chiffres. On peut décider de calculer en kilomètres ou bien en mètres. Bon, ici, comme aussi nous avons affaire avec des bâtiments, le bâtiment, quand même, vous n'allez pas calculer ça, sa surface en kilomètres. C'est exagéré. Donc, l'unité qui convient ici, c'est plutôt le mètre. Allez-y. Donc, nous, c'est le mètre. Donc, on sait très bien que ça va être peut-être des dizaines de mètres ou bien des centaines de mètres. Donc, on va garder 10, ça ne gâte rien. La précision, c'est-à-dire la partie décimale, là, vous voulez combien de chiffres derrière la virgule? Bon, on peut garder 3 chiffres derrière la virgule, ce n'est pas grave. Donc, ceci est bon. Donc, on va cliquer maintenant sur OK. Donc, voici le champ surface. Donc, on fait la même chose pour ajouter les autres champs. Il y a le champ habitant, c'est-à-dire dans chaque bloc, le nombre d'habitants qui se trouvent dans chaque bloc et le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Donc, rapidement, on fait ça aussi. Toujours au niveau de ajouter un champ. Et là, on va prendre les habitants, nombre d'habitants, qu'on écrit habitants tout court. Habitants. Voilà, habitants. Et bon, habitants, on peut prendre quand même des entiers. Parce qu'on voit ici qu'on a des entiers ici. 60, 85, c'est des entiers. Donc, on prend entier ici. Et là aussi, c'est la même chose. Vous allez avoir combien de caractères? Voilà, donc, et 10 c'est bon. On va pas dépasser 10, mais on va garder 10. On clique sur OK.
Et ensuite, on a le nombre de femmes. Le nombre de femmes aussi, on va ajouter un nouveau champ, ajouter un champ. Et là, on va écrire femme. Ou bien, je pense, écrire femme. Attention. F-E. 2-M-E, voilà, le nombre de femmes. Donc là aussi, on garde en entier. Et type de données, longueur 10, c'est bon. On clique sur OK. Et également aussi, pour quelle valeur encore, voilà, le nombre d'hommes et l'état des bâtiments. Donc, le nombre d'hommes, on va prendre aussi un champ. Ajouter un champ. On va mettre ici les hommes. Les hommes. Hommes. Voilà, les hommes. Et là aussi, c'est la même chose. On va prendre nombre décimal, ici entier. Après, la longueur 10, c'est bon. On clique sur OK. Et le dernier champ, c'est l'état des bâtiments. Si c'est des vieux bâtiments ou bien si c'est des nouveaux bâtiments. Donc, on met ici état, l'état des bâtiments. Et donc là aussi en entier. Attention, ici c'est pas en entier, c'est des comment on dit, c'est des mots. Donc c'est plutôt texte. Voilà, texte. Et là aussi 10 caractères c'est bon parce qu'on va écrire soit neuf ou bien soit vieux. Donc les deux ne dépassent pas 10 caractères, c'est bon. Et là on clique sur OK. Donc voilà nos différents champs qui doivent y figurer dans notre table attributaire, c'est-à-dire dans notre base de données. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer les valeurs pour les champs de surface et homme dans la table attributaire. Ici, ces deux valeurs n'ont pas été choisies au hasard. La première valeur qui est les surfaces, pour faire ce genre de calcul est appelé les calculs géométriques. C'est quoi les calculs géométriques? Ce sont les calculs qui sont liés à la géométrie de l'objet en question. C'est-à-dire ici la géométrie des bâtiments, les blocs. En fonction de la géométrie, le résultat dépend de la géométrie. Donc quand vous avez affaire avec des calculs de surface, des calculs de périmètre, ou bien des calculs de longueur, ou bien des calculs ponctuels, tels que les calculs des coordonnées X ou Y, tous ces calculs-là sont appelés calculs géométriques parce que cela est lié à la géométrie de l'objet qui est dessiné. Voilà. Un grand bâtiment aura une grande surface, un petit bâtiment aura une petite surface. Et donc, pour faire ce genre de calcul dans le logiciel QGIS, nous devrions d'abord partir dans ce qu'on appelle la calculatrice, ouvrir la calculatrice de champ. On clique dans la calculatrice et après, on a deux choix. Si on veut, le champ surface qui est déjà présenté ici, on peut créer le champ à partir de cette fenêtre, vous voyez, n'est-ce pas? C'est-à-dire on crée un nouveau champ, créer un champ virtuel, on met le nom du champ, ici on écrit surface, on peut choisir le type, et vous voyez la longueur du champ, tout est là. Mais dans notre cas, on n'a pas besoin, Une autre personne aura écrit ici surface, entier 64 bits, longueur 10, tout ça est bon. Voilà, et la personne automatiquement viendra faire son calcul ici. Maintenant, nous qui avons déjà notre champ surface qui est là, on va plutôt choisir la deuxième option qui est la mise à jour d'un champ existant parce que notre champ existe déjà, c'est le champ surface. Donc, on coche ça. Donc, vous voyez, quand en cochant ici, cette autre partie est décochée. Voilà. Donc, dans cette cellule-là, vous allez choisir le champ qui doit être mis à jour. Ici, c'est le champ surface. Donc, on clique sur surface. Cela veut dire que le logiciel saura que c'est l'intérieur de ce champ-là que les valeurs doivent être insérées. Donc, le logiciel va considérer ce champ. Maintenant, le calcul, c'était la surface. Et je viens de vous dire que ça, c'est des calculs qu'on appelle les calculs géométriques. Donc, on vient ici, dans les options qui sont là, on cherche l'option géométrie.
Donc, on ouvre la fenêtre géométrie et dans la fenêtre géométrie, il y a plusieurs types de calculs géométriques qu'on peut faire. Nous, la surface, c'est ici, on va choisir le terme area, qui veut dire en anglais aussi surface ou superficie. Et donc, nous allons double-cliquer sur area. Et automatiquement, il y a même une fenêtre de prévisualisation. Le logiciel nous dit que, avec ce que je viens de mettre ici, le bloc A aura comme surface 315. 315 quoi ici? Dans mon cas, c'est 315 mètres parce que le logiciel est configuré en mètres. C'est-à-dire que pour les calculs de distance, c'est l'unité mètre qui est choisie. Je vais vous montrer tout de suite la partie là où vous pourriez changer cette unité. Et maintenant que le calcul est correct, je vais cliquer tout simplement sur OK. Et là, je vois que le champ surface a été mis à jour. Pour le bloc F, la surface est 312 mètres. Pour le bloc E, c'est 125 mètres. Pour le bloc D, 312. Bloc C, ainsi de suite. Jusqu'au bloc A qui fait 315 mètres. Donc, je vous montre tout de suite comment, si vous voulez changer l'unité, comment le faire. Donc, dans cette fenêtre-là, vous venez au niveau du projet. Et dans le projet, vous allez partir au niveau des propriétés. Voilà, dans la partie propriété. Et au niveau de la partie propriété, dans la fenêtre générale, vous allez descendre au niveau de mesures. Vous voyez, il est mesure ici, n'est-ce pas? Et unité pour les mesures de distance, vous voyez que chez moi, c'est défini sur mètres. C'est pourquoi j'ai mis les valeurs en mètres. Et d'ailleurs, pour les mesures de superficie, attention. D'ailleurs, c'est mètre carré parce que ce que j'ai calculé là, c'est la superficie, donc ce n'est pas mètre. Voilà, c'est le langage, autant pour moi. Donc, je reviens en arrière. C'est plutôt mètre carré. Donc, les superficies que j'ai calculées là, les 315, c'était en mètre carré et non mètre. Si c'était des distances, c'est mètre, mais comme c'est les superficies, c'est le mètre carré. Voilà, vous voyez, on peut changer celui-là en kilomètre carré, pied carré, yard carré, miles carré, hectare, acre, 1000 nautiques, centimètres carrés, ainsi de suite. Donc, vous choisissez l'unité qui vous convient et vous faites votre calcul en fonction de l'unité. Je vais garder les mètres carrés qui sont choisis et les distances aussi. Je sais déjà que l'unité, c'est mètres. Voilà. Donc, ceci dit, je quitte cette fenêtre-là et je reviens dans ma fenêtre attributaire, dans ma table attributaire. Donc, 312 mètres carrés, 125 mètres carrés, 312 mètres carrés encore, 414 mètres carrés, 502 mètres carrés et 315 mètres carrés. Maintenant, les champs habitants, les champs femmes, les champs hommes. Pour les champs habitants, j'ai déjà des valeurs ici que je dois remplir le champ avec. Habitants, on voit que pour le bloc A, c'est 60. Pour le bloc B, c'est 85. Donc, c'est ce que je vais mettre. Bloc A, c'est 60. Bloc B, c'est 85. Et je continue. Pour le bloc C, 46. D, 54. Donc, C, 46. Et D, ça fait 54. Et pour les deux derniers blocs, ici, le bloc B, ça fait, non, le bloc E, 102 et 146. Donc, 102 et 146. Donc, voilà les données des habitants dans chaque bloc. Maintenant, concernant les femmes aussi, j'ai des valeurs pour le bloc A, 40, pour le bloc B, 55. 40, 55. Donc, ici, ça fait 40. Ici, ça fait 55. Et je pense que pour C, j'ai vu la valeur 10. Je vais vérifier encore. Voilà, C, c'était 10. Maintenant, D, E et F, c'est 17, 39, 80. Donc, 17, 39 et 80. Voilà les valeurs. Mais, concernant le champ homme, je n'ai pas de valeur. Donc, pour le champ homme, je n'ai pas de valeur, mais je peux calculer. Parce que les hommes, c'est égal au nombre d'habitants moins le nombre de femmes. Et
le calcul là, on appelle ça les calculs de champ ou bien les calculs non géométriques. Parce que tout simplement, ces genres de calculs là ne sont pas liés à la géométrie de l'objet. Ça dépend uniquement de la valeur qui s'affiche dans les champs. Voilà. Donc, la valeur ohm va être le résultat de la différence entre la valeur 146, le nombre d'habitants, moins les femmes, 80. Donc, on va aussi voir comment faire ces genres de calculs dans le logiciel QGIS qui ne sont pas des calculs géométriques. Là, à ma calculatrice, je clique ici dans ouvrir la calculatrice de champ. Et là aussi, c'est la même chose. Hein. Je vais faire la mise à jour d'un champ. Et c'est quel champ? C'est le champ des hommes. Le champ des hommes. Et là, je ne vais pas aller au niveau des géométries. Je vais plutôt aller dans la partie où il est mentionné champ et valeur. C'est ici. Champ, c'est-à-dire les valeurs qui sont dans chaque champ. Voilà. Les champs avec les valeurs qui sont insérées. Donc, quelle est ma formule que je dois utiliser? On disait que c'est habitant moins femme. Donc, je double-clique sur habitant. Voilà. Et là, je mets moins. Et ensuite, je double-clique sur femme. Donc, voici ma formule habitant moins femme. Et on me dit que pour le bloc A, le résultat serait 20, c'est-à-dire 20 ohms. Donc, je clique sur OK. Et là, vous voyez que le calcul est réalisé. C'est-à-dire qu'on voit que pour le premier champ, 146 moins 80, ça fait 66 ohms. Et ça, c'est F, le bloc F. Ensuite, 102 moins 39, ça fait 63. 54 moins 17, ça fait 37. Donc, voilà comment on fait les calculs qui ne sont pas des calculs géométriques. Et le dernier champ, ça, c'est l'état des bâtiments. L'état des bâtiments, j'ai déjà les informations. Et pour C et D, c'est 9. Les autres sont vieux, sauf C et D. Donc, C est là. Je mets 9. Le bâtiment est 9. Voilà. Donc, c'est la même chose aussi ici. Voilà. C et D, c'est 9. Maintenant, les autres là, c'est des vieux bâtiments. Je mets ici vieux. Voilà. Donc, bon, je peux même copier cette valeur-là. Hein. Je copie. Je colle ici. Voilà. Je colle aussi ici. Je colle aussi ici. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est les informations concernant l'état des bâtiments. Donc, voilà tout ce qui est là, ici, présenté dans ma table là. On voit que maintenant, j'ai créé ma table attributaire correctement et j'ai renseigné ma table attributaire avec les valeurs qui sont déjà dans la table de l'exercice et les champs qui n'ont pas leur valeur calculée. Nous avons aussi fait le calcul de ces champs. Après cela, qu'est-ce que l'exercice nous demande? L'exercice nous demande de faire la symbolisation des bâtiments de la carte en fonction des données de leur surface. Et il nous donne encore une information. Il nous dit que les données des surfaces des bâtiments doivent être classifiées en 3 classes de valeurs. En 3 classes. Et il nous a même donné les informations de ces classes-là. Il nous dit que la première classe doit contenir les bâtiments dont les surfaces sont inférieures à 200 mètres. Voilà. Si le bâtiment a une surface inférieure à 200 mètres, ça doit être dans la première classe. On peut appeler cette classe la classe des petits bâtiments. Donc, si les informations, c'est-à-dire la surface du bâtiment, est entre 200 et 350 mètres, ça, le bâtiment appartient à la deuxième classe. On peut appeler ça les bâtiments moyens, n'est-ce pas? Et si le bâtiment a une surface supérieure à 350 mètres, ça doit figurer dans la troisième classe, qu'on peut aussi appeler peut-être les grands bâtiments. Donc, on va faire cela, c'est cette partie aussi dans le logiciel. Et dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle la classification. Donc, on rentre dans le logiciel, on prend notre zone, voici les bâtiments. Et une fois que les calculs sont terminés, et voilà, on va fermer l'édition. Ça nous demande d'enregistrer, on clique sur oui, enregistrer. Et là, maintenant, on ferme cette fenêtre-là. Et on vient, ce qu'on nous demande là, ça concerne les bâtiments. Donc, on vient sur la couche des bâtiments, qu'on double-clique
sur les bâtiments. Et là, maintenant, nous avons la symbolisation qui est là et on rentre ici. Donc, en lisant les valeurs, on voit qu'on quitte des valeurs faibles aux valeurs fortes. Bon, on peut aussi dire qu'on quitte des valeurs fortes aux valeurs faibles. Ce qui est sûr, nous respectons une graduation. La gradation, on peut la considérer comme croissante, tout comme décroissante. Donc, on va prendre ici la symbolisation de manière graduée. Voilà, graduée. Les valeurs quittent d'un pôle vers un autre pôle. Et après cela, on va choisir le champ des valeurs. Ici, on parle des surfaces des bâtiments, les surfaces des blocs. Donc, on va prendre dans cette fenêtre aussi surface. Voilà, les surfaces. Et le symbole, on laisse ça d'abord. Ce qu'on va faire ici, le mode de symbolisation. Ouais, là, il est mis intervalle fixe. Il y a plusieurs manières. Il y a intervalle égal. Il y a les ruptures jolies. Vous laissez le logiciel dans ce cas faire voilà, les bornes, les nombres égaux en utilisant les quantiles, en utilisant aussi les ruptures naturelles, en utilisant l'écart type ou bien en utilisant une échelle logarithmique. Donc, si on rentre, on essaie d'expliquer tout ça là, ça va prendre du temps. Par exemple, prenons intervalle égal, c'est-à-dire que là, le logiciel fait quoi? Il essaie de créer des classes et de telle façon que les intervalles pour chaque classe, c'est-à-dire le minimum et le maximum de chaque classe, c'est ce qu'on appelle les intervalles là. Ces intervalles là soient les mêmes pour l'ensemble des classes. Donc, chaque classe a un intervalle qui est égal à l'autre classe. Mais nous, c'est pas ce qui nous a été demandé. Dans un premier temps, on voit ici que le logiciel là, lui, il a créé 5 classes de valeurs. Quand on compte, on a ici 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est ce qui nous a été demandé? Bien sûr que ce n'est pas le cas. Et vous voyez ici, il est mentionné ici 5 classes. Donc, dans un premier temps, on va changer d'abord ça, cette information. Au lieu de 5, nous, on va mettre 3. Et vous voyez automatiquement, des 5 classes, on revient à 3 classes. Maintenant, le nombre de classes est correct. Mais, est-ce que les bornes, c'est-à-dire les extrémités des classes sont correctes? Ce n'est pas correct. Quand on jette un coup d'œil dans notre exercice, on voit que notre premier borne, c'est 200 mètres. C'est comme si de la plus petite valeur jusqu'à 200 mètres. Donc, on va respecter cela. On vient au niveau des valeurs. Là, on double-clique sur valeur. Et là, on va changer ça. La valeur basse. La valeur basse, on va mettre ici la valeur haute. 200, c'est 250, non, si je ne me trompe pas. Non, c'est 200 plutôt, pas 250. Donc, on écrit 200. Donc, notre plus faible, c'est-à-dire le bâtiment qui a la plus petite surface, sa surface est 125 mètres. Donc, de 125 mètres jusqu'à 200 mètres. Et on clique OK. Donc, ça, c'est notre premier board. Et au niveau de la légende, on peut même mentionner les petits bâtiments. Les petits bâtiments. Voilà. Maintenant, la deuxième, c'est-à-dire notre deuxième classe, dont les bornes vont de combien à combien? Les bornes vont de 200 à 350 mètres. Donc, on va respecter aussi ça. Donc, 200, c'est déjà, voilà, la plus petite valeur. Puisque l'autre là, c'était limité à 200. Donc, la deuxième classe va commencer à partir de 200. Donc, c'est de 200 jusqu'à, et je retourne regarder, jusqu'à 350 mètres. Voilà. Donc, la borne haute, c'est 350 mètres. Voilà. Et donc, là aussi, je valide en cliquant sur OK. Et là aussi, je peux prendre les bâtiments moyennes. Voilà. Les bâtiments moyennes. Bon, le bâtiment, donc on va écrire moyen. Voilà. Et ma dernière classe, tout ce qui est au-dessus de 350 mètres. Donc là, il n'y a rien à modifier puisque la plus faible valeur, c'est 350. Maintenant, la dernière valeur, ça serait la plus forte valeur dans nos données, qui est 502. C'est-à-dire que le bâtiment le plus grand a une superficie de 502 mètres. Il n'y a rien à changer ici. Je clique sur OK. Au niveau de la légende, je peux mettre les grands bâtiments. Les grands bâtiments. Voilà. Les grands bâtiments. Voilà. Et donc, voilà ce que le logiciel l'exercice nous demandait. Les 3 classes sont là. Les bornes sont respectées. Voilà. Maintenant, nous allons valider tout ça. Et les couleurs aussi sont là. Vous voyez, on peut garder ces 3 couleurs-là. On voit que ça quitte de la plus claire à la plus foncée. Voilà.
Si vous voulez changer les couleurs aussi, c'est au niveau de la palette des couleurs. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs manières à la palette des couleurs. Vous pouvez choisir, voilà, parmi les choix qui s'offrent à vous ici. Voilà, nous, on va garder ça. Voilà. Quelqu'un qui change, c'est la même chose. Hein? C'est-à-dire que tu viens seulement ici, tu cliques sur 1. Vous voyez que là, ça a changé. Voilà, donc, vous prenez seulement une qui vous convient et c'est bon. Voilà. Et après cela, on va maintenant appliquer et OK. Et donc là, maintenant, vous voyez que nos bâtiments n'ont plus les mêmes couleurs. Ici, on nous dit que le bloc E fait partie des bâtiments de taille petite, c'est-à-dire les bâtiments petits. Parce que vous voyez que ça a le même symbole qu'ici. Donc, maintenant, on voit très bien que le bloc E correspond au petit bâtiment, n'est-ce pas? Maintenant, le bloc A, le bloc D et le bloc F, ça, c'est les bâtiments moyens. Les bâtiments moyens. Et maintenant, le dernier bloc, le bloc C qui est là, ça c'est dans les grands bâtiments. Voilà, c'est dans les grands bâtiments. Donc, voilà le travail là qu'on nous a demandé de faire. Voilà. Et les mêmes calculs, par exemple, aussi pour les routes. Pour les routes aussi, si on ouvre la table attributaire, on ne nous a pas demandé, mais on peut aussi calculer leur longueur. C'est-à-dire toujours dans la fenêtre pour la calculatrice. On prend aussi cette fois-ci mise à jour d'un champ, n'est-ce pas? Et là aussi, on prend la longueur. Et là aussi, vu que c'est la géométrie de l'objet que ça concerne, on va au niveau des géométries. Et là, on va chercher l'outil correspondant qui est longueur. Longueur en anglais ici, c'est length. Attention, j'ai dépassé. Voilà, voici length. Voilà. Et là, maintenant aussi, on me dit que la valeur pour la voie 1, c'est 194 mètres. Donc, je clique OK. Là, vous voyez que les longueurs de chacune des voies est calculée. La première voie, c'est 194 mètres de longueur. La deuxième, 168, 161 et après 285. Et n'oubliez pas que ces voies aussi, vous avez vu, quand j'ai montré que l'unité pour les distances, c'est le mètre. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire en mètres. Voilà, donc là aussi, on ferme. Et voilà, et dans ce jour 3, ce qui nous a été demandé, symboliser la carte avec les 3 classes de manière gradée, on a attendu. Donc, on dit le résultat qui est attendu, c'est une base de données attributaires complète et cohérente associée à chaque couche vectorielle. Bon, ici, on a 2 couches vectorielles, la couche des bâtiments là, avec sa table attributaire, et la couche des routes avec sa table attributaire. Voilà. Donc, les objectifs de ce 3e jour, je pense qu'ils sont bien atteints. Et je vais associer aussi des exercices. Voilà, je vais associer deux exercices à cette partie-là. Les exercices là, attendez, j'arrive. Donc, voici les exercices. Voilà, donc on dit l'exercice numéro 1, on dit une épidémie de choléra est déclarée dans la ville de Bamako. Selon les études menées, cette épidémie tire son origine dans le fleuve Niger. Les populations riveraines sont fortement affectées. Toutes les zones situées à une distance inférieure ou égale à 1 km du fleuve sont considérées comme très vulnérables et nécessitent de l'aide. Votre service vous demande de réaliser cette carte de la ville de Bamako et de montrer sur la carte la zone dangereuse située à une distance inférieure ou égale à 1 km du fleuve et ensuite les quartiers qui sont affectés par cette zone dangereuse. Et donc, j'ai fait une mini vidéo concernant l'exercice 1 que je vais associer à cette vidéo et également aussi un deuxième exercice. On demande ici aussi, on dit qu'un attentat vient de se produire dans la ville de Bamako ayant entraîné des dégâts considérables. Les services de sécurité, afin de bien mener leur travail de sécurisation de la population, ont décidé de dresser une zone de sécurité tout autour du lieu de l'attentat dans un rayon de 5 km. Là aussi, votre service vous demande de réaliser pour les services de sécurité une carte de la ville de Bamako qui montre cette zone de sécurité autour du lieu de l'attentat. Donc,
Ça aussi, l'exercice aussi, je vais vous envoyer, je vais associer sa vidéo de sa correction, la vidéo de sa correction à cette partie du jour 3. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette partie et on se donne